Lors de ma dernière vidéo, j'ai mentionné une famille, les De Wendel. Les De Wendel étaient l'une des familles les plus puissantes de la région, maîtres dans la sidérurgie. Cette famille est ancrée dans l'histoire de la vallée de la Fensch, plus largement dans celle de la Lorraine et même de la France. Mais comment ont-ils pu marquer autant l'histoire et être encore aujourd'hui une icône de l'industrialisation et de la sidérurgie en Lorraine? On retourne dans le passé, j'ai justement encore mon petit interrupteur. Attention, 3, 2, 1. Pourquoi ça fonctionne pas? C'est cassé? Oh, suis-je bête? La caméra n'existait pas encore. Notre longue histoire débute en 1704, ici à Hayange, lors de l'achat de la forge Rodolphe, constituée simplement d'un fourneau et d'une fonderie, par le tout premier maître de forge, Jean-Martin Wendel. En quelques années, il réussira à acheter plusieurs autres forges, dont la fonderie ici de Serémange. Il fera également construire ici, en 1720, le premier château de la famille. Bon, après là, il ne reste plus que quelques pierres étant donné qu'il a été détruit en 2007 parce qu'il tombait en ruine. Suite à sa mort en 1737, c'est son fils, Charles de Wendel, qui reprendra les forges. D'ailleurs, savez-vous pourquoi nous sommes passés de Wendel à De Wendel? L'explication est simple. Il se fait anoblir en 1727 et devient de ce fait Jean-Martin de Wendel. Il a simplement transmis son titre et donc son nom à ses enfants. Charles de Wendel qui reprendra les forges, en augmentant le nombre d'usines comme avec celle de Briey ou bien les hauts fourneaux de Forbach. Après la mort de son père, Charles, François Ignace va entreprendre une réorganisation des usines pour une meilleure production. Il va également aider à la construction des usines du Creusot, la nouvelle fonderie royale. En parallèle à ça, sa mère, Marguerite Dausen, sera aux commandes des usines. Malheureusement pour eux, des suites de la Révolution française de 1789, les usines sont vendues en tant que biens nationaux et ne seront rachetées par François, le fils d'Ignace, en 1803. François va, grâce à la fortune de la famille, pouvoir acheter les mines d'Omès, les usines de Moyeuvre ou même les forêts de Styrin. L'entreprise prospère de plus en plus et beaucoup de forges sont créées. Et avec l'essor des chemins de fer, de nombreuses cités ouvrières sont créées, avec notamment celle de Styrin-de-Wendel, la première vraie ville ouvrière. En effet, la famille de Wendel apporte une certaine importance à la vie de leurs salariés, paternalisme typique de l'époque. C'est pourquoi des quartiers ouvriers sont créés comme ici à Knutange, à Yange ou bien celle à Serémange. D'ailleurs, les maisons sont clairement hiérarchisées de par leur taille. Il y en a pour les ouvriers, les ingénieurs ou les contremaîtres. Mais les choses changent dès 1871. En effet, toute l'Alsace-Lorraine se fait annexer par les Allemands, ce qui oblige la presque quasi-totalité de la famille de Wendel à déménager à Jeuf, qui se situe pile à la frontière entre les deux pays. Néanmoins, Henri de Wendel reste à Hayange afin de gérer les usines de la ville. Ainsi, les de Wendel produisent pour la France par Jeuf et pour l'Allemagne avec le reste des usines. Durant l'annexion, Henri va en profiter pour moderniser les forges. À cette époque, les De Wendel employaient quand même 23 000 personnes et étaient dans la capacité de produire annuellement 6 millions de tonnes de fer. Ça représente quand même un tiers de la production en France à l'époque. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate, qui entraîne une migration de la famille vers Paris. Pendant ce temps, les Allemands détruisent l'usine de Jeuf parce qu'ils n'arrivent pas à s'en servir. Durant l'entre-guerre, les usines connaissent leur apogée, avec pas moins de 41 000 personnes travaillant à leur côté. Et ils produisent juste un quart de la production d'État. Rien que ça. De nouveau une guerre et une annexion suite à la défaite de 1940. Ils repartent pour Paris et dès qu'ils reviennent, c'est la fin de la guerre et il faut tout reconstruire. Pour faire un bref résumé de ce qui va se passer après, en 1948, la Solac est créée, une société regroupant plusieurs autres sociétés sidérurgiques de la région. 20 ans après, c'est la création de Wendel Sidélor. En 72, les parties de la société sidérurgique sont nationalisées. Puis en 78, c'est la Solac qui est nationalisée et les De Wendel quittent la région. Et c'est la fin des De Wendel. Eh bien non, puisque maintenant la société Wendel est une grande société d'investissement. Ah, et d'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu si vous aimez cette vidéo. Mais que reste-t-il du patrimoine de Wendel aujourd'hui? Quand on regarde un peu partout, on se rend compte assez facilement que beaucoup de choses a été construit ou bien même financé par la famille. Comme cette église, le Rem Hotel, ces maisons, cette chapelle, ce gymnase, cette église, ce panneau. Ah non, pas le panneau. Bon, attardons-nous un peu plus précisément sur 3 lieux. Le domaine de Wendel, vous savez, là où je squatte depuis tout à l'heure. Le château de Guy de Wendel, ainsi que l'église d'Hayange. Et débutons par l'église. Elle a été construite en 1884 et si elle lance cette vidéo, vous vous doutez bien qu'il y a un rapport. Elle a été construite sous la demande de la riche famille. Elle est inspirée par l'église de la Sainte Trinité de Paris, mais possède ses propres touches. Avec notamment des portraits bibliques de Robert et Henri de Wendel, les initiales
de la famille, ou bien même avec un vitrail avec tout là-bas, le blason de la famille. Bon, tant que je suis là, je vais vous parler de l'orgue. Oui, j'aime bien les orgues. C'est un opus 100 sorti tout droit de la firme d'Alstein-Harpfer et c'est le plus grand de Moselle. D'ailleurs, en 2008, il devient officiellement monument historique. Puis regardez, il est magnifique. Le château de Guy de Wendel a quant à lui été construit au début du XXe siècle, dans les années 1905. Sa construction a été ordonnée par, un peu de suspense, je vous laisse deviner, et oui, Guy de Wendel. Ce qui explique la construction du château de Tournebride, c'est son autre nom, c'est que Guy voulait rivaliser avec les autres membres de sa famille, particulièrement avec Charles de Wendel, qui détenait le domaine de Wendel un peu plus loin à Hayange, et Maurice de Wendel, qui détenait le château de Jeuf. Sa localisation est juste parfaite, enfin, je trouve. Il se situe juste en face des usines principales, cela me permet donc de ne pas être trop loin, et le terrain est grand et arboré. Néanmoins, aujourd'hui, il n'est plus habité par les de Wendel, car celui-ci a été vendu en 1978 après la mort de sa dernière habitante. Ainsi, de nos jours, l'établissement est un hôtel-restaurant. Dernier lieu et pas des moindres puisque c'est le domaine de Wendel. Le domaine est techniquement divisé en deux. Le domaine en soi Et le parc de l'Orangerie, juste là. En effet, le parc de l'Orangerie était à l'origine une grande serre où poussaient des fruits et des légumes. S'il s'appelle Orangerie, je vous laisse deviner quels fruits il y avait en majorité. Je vous laisse quelques instants. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Eh oui, c'était des pommes. Et maintenant, l'Orangerie est un self. Oh, un toboggan! Passons désormais au vrai domaine de Wendel. Juste derrière moi s'érige un imposant bâtiment, le bureau central. Il a été bâti en 1892 et malheureusement est aujourd'hui définitivement fermé. Bien que laissé à l'abandon depuis 1979, d'ailleurs une petite rénovation ne lui ferait pas de mal, malheureusement ça coûte trop cher. Nous pouvons observer juste au-dessus de cette porte le W de la famille, mais aussi une statue du dieu Vulcain, dieu du feu, des forges et des métaux. D'ailleurs, juste au-dessus du bâtiment, vous pourrez retrouver 3 dates, 1704, 1803 et 1918. C'est les 3 dates importantes de la famille. 1704, c'est l'arrivée de Jean-Martin Wendel à Hayange. 1803, c'est le rachat par François de Wendel. Et 1918, c'est la fin de la première annexion. En observant les décorations autour de cette horloge, on peut remarquer qu'il y a plein d'objets servant à la sidérurgie. Et enfin, c'est le colombier qui date de... Bah là, c'est ambigu. Là, juste au-dessus de la porte, il y a 1767. Sauf que le bâtiment pourrait dater d'il y a un peu plus longtemps. Ce serait en fait Humbert de Wendel qui les aurait mis là à cette année, souhaitant garder l'édifice. Mais un bâtiment qui date d'au moins 1767, ça s'abîme, encore plus quand on a un départ de feu au pied de la charpente. Ainsi, en 2018, il a eu droit à une petite rénovation. Que dis-je? Une grande rénovation. Avec en prime, ce grillage. L'intérieur comme l'extérieur a été refait à neuf. Et regardez-moi comme c'est beau. Nouvelles fenêtres, échelles, toiture. J'ai encore quoi vous parler? Ah, bah oui, la chapelle. Elle a été construite en 1727 par Jean Martin et était la chapelle privée de la famille. Elle est assez petite, mais elle est ravissante. Regardez-moi ses moulures, ses plafonds, même ses vitraux. Ah, et cet orgue. Ah ben non, pas là. Il me reste encore le château qui, comme j'ai dit au début de la vidéo, a été détruit. Donc il ne reste plus la partie d'origine, mais que les 2 ailes, juste là et juste là. Mais celle-ci était techniquement déjà plus là puisqu'elle a été détruite en 1935. Pour être reconstruite. Les 2 ailes n'étaient pas encore rattachées au bâtiment principal puisqu'elles se sont faites rattacher en 1808. Voilà, bon bah aujourd'hui ça ne ressemble plus trop à un château ou quelque chose du style. En fait, depuis 1979, le château n'est plus du tout habité. En 2002, la communauté d'agglomération du Val de Fensch rachète tout ça et construisent une grande aile là qui relie les 2 autres. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier chaleureusement de m'avoir donné l'autorisation de tourner ici, de m'avoir donné accès à la chapelle ou au colombier et aussi à plein de documents. Du coup, en bref, les de Wendel, c'est pas moins de 317 ans d'histoire, des dizaines de descendants, plusieurs villes de créer et financer, un patrimoine immense, mais surtout plusieurs centaines de millions de tonnes de fer qui sont sortis de leurs usines.